mettre en place ce cadre, mais pour que cela entre en vigueur, les conditions, c'est d'abord les éléments de sécurité, de restauration de la paix, de restauration de l'État, de l'autorité de l'État congolais sur tout le territoire national, lesquels éléments sont dans l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington, D.C. En d'autres termes, le retrait des troupes rwandaises de notre territoire. En d'autres termes, l'arrêt de l'appui apporté au M23 et aux autres groupes armés non étatiques. Ce sont là les conditions permissives pour que ce cadre d'intégration économique régionale se mette en place. Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord de partenariat stratégique avec les États-Unis? Je sais que dans l'opinion, ça a été présenté de manière simpliste comme un troc, comme un deal, matière première contre sécurité. Non, ce n'est pas le cas. J'ai parlé des objectifs à long terme. L'accord dit clairement que oui, il va y avoir un focus sur l'exploration, sur l'extraction, sur la transformation des minéraux critiques, mais on va au-delà de simples minéraux critiques parce que, par exemple, l'accord prévoit que le gouvernement américain et le gouvernement congolais vont travailler de manière étroite pour faire avancer un certain nombre des projets qui sont considérés comme, comment je dirais, comme critiques pour qu'on transforme la RDC, c'est-à-dire Inga, Grand Inga. C'est pas que nous disons non, nous disons dans le texte RDC et USA, nous allons travailler de manière coordonnée pour que ce projet avance. L'accord insiste aussi sur le corridor de Lobito. L'accord prévoit également que la RDC dise clairement quels sont les projets de développement considérés par la RDC comme étant des projets stratégiques. Et cette liste, la liste de ces projets stratégiques, sera incessamment communiquée par la RDC à la partie américaine et fera partie intégrante de l'accord. De la même manière que les États-Unis vont communiquer à la RDC les projets considérés par la partie américaine comme étant des projets critiques sur un certain nombre de métaux. Voilà donc, si vous voulez, cet ensemble. Maintenant, comment vous voulez qu'on avance sur ces grands dossiers si il y a de l'instabilité dans une grande partie du territoire? C'est là le lien. C'est là le lien. Et le point de départ, justement, pour restaurer les conditions de paix et de sécurité, ces éléments sont dans l'accord de paix signé le 27 juin, et ces éléments ont été repris comme condition d'entrée en vigueur du cadre d'intégration économique régionale. Voilà, rapidement, monsieur le gouverneur, un petit commentaire. Oui, monsieur Kalengai, votre question me semble plus profonde que ça. Vous savez, nous sommes aujourd'hui République démocratique du Congo, mais nous avons été initialement État indépendant du Congo. Nous avons été créés pour que le monde occidental vienne puiser ces ressources dont elle a besoin pour son développement industriel. Donc rappelez-vous le caoutchouc, rappelez-vous Chikolobwe, rappelez-vous le développement de l'électricité avec notre cuivre. On ne nous a jamais demandé notre avis.
Et je vous ai rappelé que quand on a eu besoin de venir prendre le coltan et tout ça, nous avons tergiversé. Bon, c'est pas que nous avons tergiversé, nous avons voulu défendre nos intérêts en disant qu'on ne privatise pas. Et il y a une décision qui a été prise. Et nous avons été envahis. Et aujourd'hui, il y a des iPhones, il y a des Samsung qui sont utilisés avec nos ressources sans nous. Et c'est la première fois de notre histoire commune qui a été créée par d'autres personnes. Parce que l'État indépendant du Congo, on a tracé les frontières sans nous. C'est la première fois qu'il y a une nouvelle révolution industrielle qui va arriver et qu'on décide de pouvoir discuter de l'accès de ces matières premières dont on a besoin pour cette révolution industrielle. On discute avec la RDC. C'est un tournant historique. Et il faut qu'on en prenne la mesure nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que nous voulons voir, c'est-à-dire la paix et tout ça, dépend de la responsabilité que nous devons comprendre qui est la nôtre par rapport à cet événement historique qui a été arraché grâce au leadership du président Tshisekedi. C'est une première historique que pour avoir accès à nos ressources, pour développer une industrie mondiale, faire une révolution industrielle, on vient de discuter de ça avec le Congo et qu'on signe des accords avec les Congolais. C'est très, très important. Alors, merci de ce rappel. On va prendre la question de Madame Elena. Ensuite, on prendra... please, go to the microphone. Et ensuite, on prendra les questions séries pour faire une économie de temps, vu qu'il y a 4 intervenants. Si chaque intervenant doit faire un commentaire, vous comprenez que nous devons gérer un peu plus de temps. Thank you so much for doing this. Janelle de Malaon from Deutsche Welle. Would it be possible to get an answer in English and in French? Yes. Thank you very much. So my question is, now that the agreement has been signed, do the Congolese people know what has been signed, and do they stand behind it? Can you please talk to the microphone? Yes. Thank you. Is this better? Yes. Thank you. Now that the agreement has been signed, do the Congolese people know what has been signed, and do they stand behind it? OK. L'édit vient d'être signé. Oui, tout à fait. I mean, obviously, there's been a lot of talk about the agreement, and our president has been very transparent about the principles that would be guiding it. When we're talking about the signature today, again, we have to remind ourselves that this is an agreement that is built on different milestones that have been passed over the past months and weeks. And so, of course, there is always a need to communicate and to continue communicating about the different elements that constitute the Washington Accords. But do the Congolese people stand behind it? I believe so, of course, because this is our pathway to peace. This is our pathway to long-lasting peace and to peaceful cohabitation also with our neighbors. Does this mean that all of the expectations are reflected in the instruments as they exist? Probably not, and I think there's always going to be debates around that. But at the same time, I think it's important to emphasize the fact that this is an instrument, or this is an agreement that is bringing us closer to peace, but also bringing us closer to peace by bringing us closer to accountability. Donc, juste pour répondre rapidement à la question qui était de savoir si, maintenant que l'accord a été signé, s'il est connu par la population congolaise et si le peuple congolais appuie cet accord. Alors, est-ce qu'il est connu? Encore une fois, je reviens sur mes mots d'introduction initialement et le fait que j'ai insisté quand même sur les éléments qui constituent cet accord. Donc, il s'agit de plusieurs documents et instruments qui ont été signés ces derniers mois. Cela veut dire qu'il y a eu assez de temps, si vous voulez, pour se familiariser avec ces instruments. Il y a eu aussi beaucoup d'efforts de communication. Nous savons que nous devons continuer à communiquer sur ces accords pour justement les vulgariser davantage, surtout auprès de notre population, étant donné que le conflit nous affecte, nous, en premier lieu. Est-ce que la population congolaise est satisfaite de ces accords? Je voudrais l'espérer, évidemment, étant donné que ces accords détiennent la promesse d'une paix durable dans notre pays, mais aussi dans la sous-région. Évidemment, je pense qu'il y a des éléments que certains
auraient voulu voir dans les accords et qui n'ont peut-être pas vu. Je pense qu'il y aura toujours des débats, il y aura toujours des attentes qui n'ont peut-être pas été matérialisées, mais en même temps, nous devons nous rappeler que c'est un accord qui nous rapproche de la paix, pas seulement à cause des promesses et à cause des différents éléments qu'il contient, mais à cause du caractère contraignant qui le caractérise. Merci. Voilà, merci beaucoup. On va prendre la question. Yes, please go quickly then. All right. Of course, the U.S. administration is interested in critical minerals. Is there going to be a problem accessing these minerals if those areas where those minerals are controlled by rebels? Thank you. C'est bon, toujours? Oui. I mean, obviously, again, we are emphasizing the correlation, and I think the Vice Prime Minister, Minister of Economy, was very clear about that. We are emphasizing clearly the correlation between economic opportunities and opening up our landscape, if you want, to different investors, and security and the ability to do so in certain areas. So there is a strong link between the two, and this is why we insist on building resilient and strong, robust strategic partnerships, but also partnerships that are cognizant of the complexity of the context. We cannot project ourselves in a future whereby partners can benefit or access our natural resources when issues such as the safety of our people are not addressed. And this is fundamental to any perspective of economic activity in the areas that are currently occupied by rebels. So obviously these elements go hand in hand. The return of state authority is a precondition to any economic, successful economic venture or enterprise. Ok, merci. On va prendre la question de Michael Cavana et puis je vais demander à Peter Tiani de se préparer. Allez-y, s'il vous plaît. Ça marche? Oui? Ok, super. Trois petites questions. Les rebelles M23, est-ce qu'ils approchent la ville du Vera et que disent le président Kagame et Trump à ce sujet, que le combat continue? Deuxièmement, le partenariat stratégique mentionne une liste de projets stratégiques désignés, n'est-ce pas? Quels sont ces projets? Et le partenariat aussi mentionne une réserve stratégique de minéraux et comment est-ce que ça va fonctionner? Merci. Voilà, sur la question du partenariat, le vice-premier ministre Moukoko pourra y répondre. Quand je commençais ces briefings, j'ai commencé par dire justement que nous le faisons, nous sommes totalement en solidarité avec nos populations qui prennent sous de bombes. Je pense que cette question, peut-être que la ministre d'État pourra dire un peu plus à ces sujets. Je rappelais que pour nous, la définition de la paix que nous voulons avoir, passe par le retrait de troupes rwandaises et par la cessation de toute forme de soutien au M23. Il est clair que les événements que nous avons notés ces derniers jours nous ont éloignés de la perspective de la paix qui est ressortie du 27 juin parce que des attaques ont été multipliées contre le civil. Et je pense qu'à l'occasion de la discussion qu'il y a eu avant que l'accord ne puisse être signé, le président Trump, évidemment, a eu l'occasion d'écouter le président Tshisekedi à ses propos. Peut-être que la ministre d'État peut nous faire un petit commentaire de cette question qui a figuré dans les entretiens, parce que vous avez suivi le président Trump lui-même dire qu'il y a, dans 72 heures, il doit y avoir des choses qu'on verrait sur le terrain. Madame la ministre d'État. Très bien, on ne va pas entrer évidemment dans les détails, si vous voulez, des entretiens entre les chefs d'État, mais je pense que la préoccupation est une préoccupation partagée, certainement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Nous voulons l'espérer aussi du côté du Rwanda, de voir que la situation sur le terrain se transforme, si vous voulez, ou s'adapte assez rapidement aux réalités diplomatiques que nous avons pu observer aujourd'hui. Donc, quand il s'agit de la situation au Sud Kivu, évidemment, nous l'avons suivi, nous continuons à la suivre avec vigilance, mais nous sommes aussi conscients justement des mots que le président Trump lui-même a prononcés à la fin
de la cérémonie aujourd'hui quand il a été interpellé par une de vos collègues justement sur ce qui allait se passer maintenant que les accords avaient été signés et que la réalité sur le terrain était quand même encore caractérisée par de la violence. Je pense qu'il était aussi très clair en exprimant son attente que assez rapidement les choses devraient changer sur le terrain. Donc évidemment, nous parlons d'engagement entre 3 États et vraiment au sommet de ces États et des engagements fermes. Je pense une détermination ferme aussi à voir comment les choses peuvent rapidement changer et nous le suivons avec intérêt. Nous savons que du côté de la République démocratique du Congo, nous n'allons ménager aucun effort pour que les choses se transforment ou changent assez rapidement sur le terrain. C'est quelque chose à suivre et je pense que nous devons retenir que tout le long de ce processus, nous sommes maintenant arrivés à un point où il s'agit de chefs d'État qui prennent la parole, plus de ministres, chefs d'État qui engagent et je pense que nous avons une attente tout à fait légitime qu'à ce niveau de décision, il y ait des changements rapides au niveau du terrain. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, je rappelle que l'accord de partenariat stratégique est déjà public, donc les gens peuvent le consulter. Vous parliez tout à l'heure de Lobito, vous parliez de Inga. Il y a une question spécifique qui est revenue sur, il y a une liste de projets qui est annexée. Je pense que vous y avez déjà plus ou moins répondu. Oui, effectivement. Il faut noter que l'accord de partenariat stratégique a mis en place un dispositif qui va vraiment donner de la cadence à cette relation. D'abord, il prévoit qu'un comité de pilotage conjoint est créé. Il est créé dans l'accord. Sa composition est définie dans l'accord de 2 côtés, avec 2 coprésidents du côté américain, le département d'État, et du côté congolais, ça va être le ministre le plus précédent entre les 4 ministres qui ont donc été identifiés dans l'accord. Et sur la question des projets stratégiques du point de vue de la RDC, laissez-moi dire que Inga et Lobito ressortent comme des pans à part, à cause justement de l'importance stratégique de ces 2 initiatives. Mais l'accord prévoit que la RDC communiquera via le comité de pilotage conjoint la liste de projets stratégiques. Quand on parle de projets stratégiques ici, il ne s'agit pas nécessairement de projets dans le secteur minier. Ça va toucher aux routes, ça peut toucher aux ports, ça peut toucher aux chemins de fer. Il va revenir au gouvernement de la RDC d'identifier ces projets stratégiques et de les communiquer. De la même manière, l'accord prévoit également que le gouvernement américain ait accès à des réserves minières stratégiques et il revient à nous, RDC, de communiquer les concessions qui sont libres. Les concessions qui sont libres et la liste de ces concessions sera communiquée toujours via le comité de pilotage conjoint. Et l'accord a bien défini quand est-ce que ce comité se met en place, avec quelle cadence il va travailler, de manière à ce que l'accord ne soit pas lettre morte, mais qu'il vive dans le long terme, parce qu'il n'a pas été conclu uniquement pour régler un problème de court terme, il a vraiment été conclu pour bâtir une relation de long terme entre les 2 pays. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Peter Tiani, puis on prendra 3 ou 4 pour terminer, parce que nous avons d'autres engagements. Vous allez prendre votre question, mais s'il vous plaît, nous irons par une question. Ce serait une étape comme ça, on en prendra les maximums. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Ministre. Peter Tiani, pour le compte de Perfect Télévision. Je vous félicite d'abord, vous remercier pour l'exercice de redevabilité, pardon. Pour l'exercice de redevabilité. Et puis, je saisis aussi cette opportunité de manière directe pour jeter de fleurs à notre ministre des Affaires étrangères. Je n'ai jamais eu l'occasion, au regard de ce travail titanesque qui a abouti aujourd'hui.
On est dans un pays où on reconnaît les valeurs des autres quand ils meurent. J'en saisis l'opportunité aujourd'hui. Mais je veux... il y a des inquiétudes. Mes questions vont être un peu disparates, mais bon, c'est pour vous quatre. La première, c'est... Je veux rebondir sur la question du journaliste précédent. Madame la ministre, vous pouvez être complétée par Monsieur le ministre de la Communication et des Médias. Après la signature de l'accord, on peut beau parler, il y a des choses qu'on attend sur le terrain, de manière palpable, les résultats. Sinon, on va parler en l'air. Les résultats, c'est la paix. Le Congolais qui est dans l'est du pays, lorsqu'il vous suit aujourd'hui, il a vu qu'on a signé, on a communiqué, le Congolais est content. Mais il se pose une seule question. Les bruits des bottes, ça finit quand? De manière claire, pas de langue de tabou, pas de philosophie. On a signé. Si demain on apprend qu'on a attaqué Uvira, tout ce qui est fait aujourd'hui tombe caduc au sein de l'opinion. Nous sommes de la communication. Dites-nous de manière claire, on a signé, il est écrit dans l'accord que les Rwandais doivent lever leurs mesures de défense chez nous. Ça se fait quand? Surtout que nous avons suivi Kagame dans son speech dire que ce n'est pas une fin en soi cet accord, et il va loin pour dire que si ça échoue, ce ne sera pas de la responsabilité du président Trump, mais de la responsabilité des partis, donc du Rwanda et du Congo. Il a été clair, il a été de mauvaise foi depuis toujours. Il n'est pas venu à Luanda, il a qualifié cet accord de stupide en juin. Bon, on sent qu'il ne veut pas. Au cas où, ça tirait. Qu'est-ce qui est arrivé? Les Congolais veulent savoir cette préoccupation que je vois dans le réseau. La deuxième... La dernière, s'il vous plaît. La dernière. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur de la Banque, je vous félicite beaucoup pour ce que vous faites. Il ne faudrait pas que les gens appréhendent mal ce que vous dites. Parce que vous dites que les Américains... La communication, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est ce que les gens comprennent aussi. Les Américains vont prendre les minéraux, les matières rares chez nous. Bon, si je vous ai... Les terres rares, je ne sais pas si je vous ai bien saisi. Les matières stratégiques. En contrepartie de quoi? Le gouverneur venait de dire tout à l'heure que lorsqu'il voulait prendre du coltan, lorsqu'il voulait prendre du caoutchouc, il coupait les Congolais qui se présentaient avec des moignons. Aujourd'hui, quand il décide de venir à Inga, c'est pas dans l'Est, là, c'est ici, ça va. En contrepartie, il y a quoi? Et est-ce que nous sommes, nous, économiquement viables et crédibles aux yeux du monde et des Américains pour qu'ils nous prennent au sérieux? Votre analyse personnelle, je vous remercie. Merci, on va y répondre rapidement. Peut-être qu'on va commencer par la Mineta. Alors, évidemment, nous sommes conscients de l'attente tout à fait légitime de nos compatriotes à travers la République démocratique du Congo, mais en particulier dans les zones occupées, que cet accord se traduise très rapidement dans un changement des conditions et un retour à la paix. Alors, en termes de ce qui devrait se faire dans l'immédiat, évidemment, le premier pas serait un cessez-le-feu. Je pense que ça, ce serait un indicateur clair que les partis... un indicateur clair qui illustre l'engagement des partis, mais s'il y a, si vous voulez, une continuation de la violence, ça ne veut pas dire que l'accord est caduc. Je ne pense pas qu'une guerre ou un conflit qui a duré 30 ans se prend fin juste par la signature d'un accord. Ça veut dire que nous allons et nous devons être conscients du fait que nous allons avoir des avancées, mais nous allons aussi avoir malheureusement des échecs. Ce qui est important ici, c'est de souligner le fait que nous avons 3 parties prenantes à ces accords qui ont toutes pris l'engagement justement d'exécuter cet accord et de se rendre redevables. Et ça à des niveaux différents par rapport à des engagements différents. Nous comptons énormément sur l'engagement des États-Unis d'Amérique. Le président de la République a été très clair là-dessus. Après 30 ans, combien de présidents américains sont passés sans pour autant s'engager avec autant de
de moyens diplomatiques et autres que le président Trump. Donc je pense que nous avons tous un intérêt à ce que cette guerre prenne fin et que même au premier, si vous voulez, au premier défi ou à la première, au premier, je ne veux pas dire échec, mais au premier défi, on ne jette pas cet accord, si vous voulez, à l'eau, mais on continue justement à se battre pour une redevabilité, pour une exécution de l'accord. Si c'était si facile de mettre fin à une guerre juste en signant un accord, nous n'en serions pas là 30 ans plus tard. Donc il s'agit d'un engagement continu qui doit être maintenu par toutes les parties prenantes, et nous en sommes conscients. Nous allons faire notre part des choses et justement continuer aussi à insister sur une redevabilité de tous les acteurs. Voilà, pour compléter rapidement ma collègue, je vous lis ce que le secrétaire Rubio, donc le collègue de la Minafet, a dit à ses propos aujourd'hui. Il y aura we have an agreement. Nous avons un accord et l'accord doit vivre. L'accord doit être implémenté. Vous pouvez signer un accord, signer des documents, mais vous devez être sûr que cela s'applique. Comme dans toute guerre, dans tous les conflits, la route vers la paix, vous pouvez avoir des up and down, donc des hauts et des bas, et il y aura des stop and the starts. Et puis il rajoute, il dit, mais maintenant, nous avons un engagement au plus haut niveau de 2 gouvernements avec les chefs d'État sur des questions spécifiques qui doivent arriver. Maintenant, nous devons nous assurer que ces choses arrivent. Nous sommes engagés sur chaque étape qui va nous conduire à ces résultats. Ça veut dire que nous connaissons, ne nous voilons pas la face. Nous connaissons l'attitude belliqueuse du président rwandais. Je pense aujourd'hui, ça ne sert à rien de le répéter, même le médiateur américain est au courant. Et donc, il y a eu un engagement qui a été fait en présence d'autres témoins, des chefs d'État qui étaient là. Et donc, on va voir dans les jours qui viennent. Parce que pour nous, l'engagement pour la paix, les présidents de la République, là, depuis le premier jour. Monsieur le vice-premier ministre, sur les aspects sur lesquels vous devez réagir, et les gouverneurs, très rapidement. Je pense que je voudrais d'abord demander à mon cher Tiani d'effacer rapidement la notion d'un simple deal. Parce que je crois que votre question part de cette hypothèse. Je répète, c'est un partenariat stratégique, c'est dans le long terme, c'est des intérêts mutuels, convergents des 2 pays, des 2 États. Et même s'il y a un focus sur les mines, mais le document le dit à plusieurs endroits que ce qui se fera dans le strict respect des lois des 2 États. En ce qui nous concerne, dans le domaine minier, nous avons un code minier. Lequel code minier dispose que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire l'exportation des produits bruts, c'est pas ce que prévoit le code minier. Le code minier prévoit que les produits doivent être transformés. Et l'une des contraintes à la transformation, c'est le déficit en électricité. Ce n'est donc pas étonnant que Grand Inga ressorte dans ce document comme étant, et d'ailleurs, quand vous lirez le document, vous verrez que Grand Inga vient comme étant la toute première grande initiative pour la RDC, mais également pour la région, parce que Grand Inga, c'est pas seulement pour la RDC, Grand Inga, c'est aussi pour une bonne partie de l'Afrique. Et il y a effectivement aussi cette volonté des entreprises américaines à investir davantage. Est-ce qu'elles sont en République démocratique du Congo? Oui, elles sont en République démocratique du Congo. Est-ce qu'elles veulent investir un peu plus? Oui, elles veulent investir un peu plus. Juste après la cérémonie de signature, j'ai personnellement pris part à la Chambre de commerce des États-Unis aujourd'hui, cet après-midi, avec
le ministre rwandais des Affaires étrangères et le sous-secrétaire d'État américain à une discussion organisée avec les grandes entreprises américaines qui vont d'ailleurs organiser au mois d'avril de l'année prochaine un forum sur l'investissement responsable. L'idée étant d'ouvrir un peu plus l'espace de la RDC aux investissements américains, mais cela doit se faire dans un environnement de paix, de sécurité et de bénéfices mutuels entre nos deux pays. Donc, regardez cet accord de partenariat stratégique comme un instrument pour la transformation de la République démocratique du Congo pour le long terme. Voilà, merci. Un petit commentaire et puis nous prendrons peut-être une ou l'autre question pour la ministre d'État qui sera obligée de nous laisser pour d'autres engagements. Monsieur le gouverneur. Je ne ferai pas de commentaire par rapport à ce que vient de dire le VPM. Je crois qu'il a tout couvert. Mais par rapport à la première partie de votre question, je voulais juste rajouter un petit commentaire. Cet accord est signé à Washington. Et je pense que ce soit la République démocratique du Congo ou bien que ce soit le Rwanda, personne ne voudra décrédibiliser les États-Unis d'Amérique par rapport à son implication pour cet accord de paix. C'est tout ce que je voulais rajouter. Voilà, on va prendre les questions de Siméon Isako. On va y arriver, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va s'assurer que les questions qui sont posées, si c'est celles qui sont destinées à la ministre d'État, elle peut y répondre parce qu'elle doit aller à d'autres engagements. Monsieur Christian Lusakeno, vous avez une question pour la ministre d'État? Allez-y, s'il vous plaît. Comme ça, on sera en mesure de les prendre. Ma question à la Mineta, comment expliquez-vous cette attitude de méfiance du président Félix Tshisekedi pendant les déroulés de cet événement alors que c'était un moment d'échelon? Très bien, merci beaucoup. Alors, vous adressez votre question à la ministre des Affaires étrangères. Je suis chargée de la diplomatie, pas de la lecture du body language. Donc, je ne vais pas m'étaler sur des spéculations. Je pense que ce que nous devons retenir aujourd'hui, ce sont les actes concrets qui ont été posés, à savoir la signature de l'accord. Je ne vais pas m'étaler sur une spéculation sur le body language qui peut être interprété d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que nous devons nous concentrer sur l'essentiel de la journée. Et c'est justement la signature de cet accord, y compris aussi la signature des accords bilatéraux et ce que cela représente pour notre pays. Merci. Voilà, Monsieur Lusakeno, et puis on prendra la question de Monsieur Noré de ce côté. Venez déjà avancer, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonsoir. Après avoir vécu depuis 30 ans cette guerre, 1998 j'étais à Lusaka, et tout ce qui s'en est suivi, alors je vous parle du dialogue intercongolais, de Sun City, du dialogue global et inclusif de Pretoria, entre Congolais où l'implication du Rwanda était notable, du style des conseils que Paul Kagame a récemment donné à ceux qu'il soutient, du M23, s'il était eux. Deux questions pour vous, Madame la Ministre. Que va-t-il advenir de cet accord si le M23 pas concerné ne bouge pas? Deuxième question. Quand vous signez au mois de juin l'accord, votre homologue rwandais déclarait pas de retrait des troupes rwandaises sans neutralisation des FDLR. Aujourd'hui, puisque, comme vous le dites, le dialogue est à un niveau supérieur, qu'est-ce qui permet ou qu'est-ce qui s'est passé pour que le président Trump dise, sans avoir peur d'être trompé ou trahi par les faits, que dans les quelques jours, dans les prochains jours, la situation va changer, les troupes rwandaises vont se retirer. Merci. Alors, qu'est-ce que nous allons faire si le M23 ne bouge pas? Bon, je pense que, encore une fois, le M23 en tant que groupe est assez connu. Nous savons quelles sont les ramifications de ce groupe. Nous savons d'où est-ce qu'il détient les ressources et les capacités qui lui permettent d'opérer de la manière dont il opère. Donc, s'il n'y a pas de changement concrètement
par rapport à la situation, nous allons aussi savoir qui sont les acteurs qui ont un rôle à jouer, qui ont une influence et qui ont refusé, si vous voulez, d'exercer cette influence. Quand vous regardez l'accord qui a été signé le 27 juin, il y a aussi justement des engagements pris par tous les États signataires de ne plus fournir un appui quelconque aux groupes armés. Et donc, je pense que cette corrélation est relativement claire entre la posture du M23, la posture que le M23 va afficher et la redevabilité, les engagements qui ont été pris dans le cadre des accords de Washington. Qu'est-ce qui donne au président Trump l'assurance que les choses vont changer sur le terrain dans les prochaines 72 heures? Écoutez, je ne fais pas partie de l'équipe du président Trump, je ne fais pas partie de ceux qui lui indiquent quels sont les leviers qu'il pourra activer, mais encore une fois, je pense que le fait que nous ayons franchi ce cap très important avec la signature au niveau de chef d'État de ces engagements, des engagements qui prévoient justement très clairement une concomitance entre le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation des FDLR. Je pense que ceci nous donne un cadre assez clair qui clarifie justement ou qui explique, qui illustre les responsabilités des uns et des autres. Et il en revient au président Trump et à son équipe de savoir quels sont les leviers potentiels ou existants qu'ils veulent activer pour accélérer les choses ou pour rendre leur rôle de facilitateur peut-être plus percutant. Je ne vais pas m'étaler sur une spéculation là-dessus, mais je pense que quand un chef d'État se prononce de la sorte, il a certainement des éléments en sa possession qui le rassurent sur la faisabilité de certaines choses. Voilà, dernière question pour la Mineta. Monsieur HK, allez-y, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Je suis M. Honoré Kabongo. Ma petite question, elle ne cadre pas, elle ne fait pas partie du débat d'aujourd'hui. C'est au sujet de la réouverture de l'aéroport de Goma. Il y a des questions qui ont été posées là-dessus. La France n'en parle pas, la RDC non plus. Est-ce que nous avons abandonné les dossiers ou il y a quelque chose d'autre qui se prépare? Pour d'autres questions, je crois, les collègues ont déjà posé la question. Merci beaucoup. Merci. Alors, par rapport à l'aéroport de Goma, non, nous n'avons pas du tout abandonné le dossier. Je veux réitérer le fait que la réouverture de l'aéroport de Goma, conditionnelle pour justement faciliter l'accès humanitaire, a été énoncée comme une priorité par le président de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients du fait qu'une large partie de notre population dans ces zones occupées a besoin de cette assistance humanitaire. Nous savons aussi que les ressources et les financements pour l'assistance humanitaire sont de plus en plus réduits. Et donc, il y a un souci aussi d'efficacité, si vous voulez, quand il s'agit de l'utilisation de ces ressources dont nous disposons. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe, si vous voulez, d'abandonner la question de l'aéroport de Goma. Il en va de la vie de milliers, de millions de nos concitoyens, de nos compatriotes. Donc, cela reste une priorité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avons affiché très clairement notre disponibilité, justement, à réfléchir sur comment rendre cela concret. Et nous restons sur cette position. Nous restons aussi engagés dans des conversations avec les différents acteurs humanitaires pour voir comment cela peut se matérialiser dans les plus brefs délais. Nous insistons aussi sur le fait que l'assistance humanitaire ne devrait jamais être utilisée à des fins politiques, ne devrait jamais être instrumentalisée. Et c'est la raison pour laquelle nous allons aussi, ou nous continuons aussi à mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités morales, mais aussi humanitaires vis-à-vis du comportement qu'ils affichent par rapport à cette question de la réouverture de l'aéroport de Goma. La position du gouvernement est claire et nous espérons que l'humanisme va quand même se manifester aussi de l'autre côté et que nous allons arrêter de jouer avec la vie de milliers de personnes à des fins politiques ou stratégiques. Merci. Voilà, merci beaucoup Madame la ministre d'État merci beaucoup Madame la ministre d'État pour votre participation à cet exercice. Je sais que vous avez d'autres interviews encore qui vous attendent. Nous aurons l'occasion de nous retrouver. On va conclure avec les collègues qui sont ici. Prochaine question, on va donner à Monsieur Israël Mutombo, qui sera suivi de Monsieur Kalanji.
parole, Monsieur le ministre de l'économie. Nous avons appris que le gouvernement avait, en date du 7 novembre 2025, fait un accord de coopération économique dans le cadre de la... Vous pouvez parler au micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais aller directement à des questions. Monsieur le ministre, hormis les zones d'intérêt commun, telles que le lac Kivu, avec le gaz et autres activités y afférentes, qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut attendre de l'exploitation conjointe des ressources rwandaises? La deuxième... de l'exploitation conjointe de... Je disais, hormis les zones d'intérêt commun, telles que le lac Kivu avec le gaz et autres activités y afférentes, qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut attendre de l'exploitation conjointe de ressources rwandaises? Deuxième, avec le développement du corridor de l'Obito, quel rôle pourra jouer le Rwanda dans la chaîne de valeur des matières premières congolaises dès lors que le produit ne passeront pas par l'océan Indien, mais plutôt par l'Atlantique et sans l'intervention de ces pays? Pour terminer, cet accord économique qui nous lie est signé pour combien de temps et les dividendes prévisionnels les dividendes prévisionnels du Rwanda peuvent être estimés à combien? Alors, votre question, je crois qu'elle a un double sens, parce qu'il y a une partie qui concerne le partenariat stratégique avec les États-Unis, mais il y a une autre partie, toutes les questions liées au Rwanda, c'est des questions qui sont plutôt destinées à l'expert qui a travaillé sur le sujet. Je voudrais commencer par le vice-premier ministre et puis on terminera par l'expert sur les questions concernant le Rwanda. Bien, je pense que j'étais moi-même un tout petit peu perdu parce que je voyais qu'il y avait à la fois des aspects liés au cadre d'intégration économique régionale et d'autres liés donc à l'accord de partenariat stratégique, bien qu'il y a des liens, bien sûr. Hein. Il y a des liens entre les deux. Mais est-ce qu'il n'y a pas de collaboration entre la République